своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажу своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажу. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés, sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ça fait du bien. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle, qu'on recommence à s'amuser avec que dalle, pour qu'on s'appelle, qu'on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu. Bien-aimés, bonjour, c'est encore nous dans le même cadre au Blue Factory et c'est samedi 29 septembre, donc à un jour de la fin du mois, nous avions voulu un peu parler d'autres choses. Peut-être qu'on n'a pas encore parlé de ça. Ces choses sont, qui sont des fois naturelles, qui sont des fois apprises, des fois même vécues comme ça. Et ça vient à la suite d'un conflit, à la suite d'un décès, à la suite d'un volontariat et à la suite même d'une guerre. Cet après-midi, je rencontrais pour vous un humanitaire, un monsieur français, mais là nous ne sommes pas en France, mais nous sommes en Suisse. Monsieur, avant qu'il se présente, j'ai au moins la volonté de donner son nom déjà. Il s'appelle monsieur Franck Labouré. C'est un humanitaire, un Français. Je l'ai rencontré à peine une semaine lorsque je suis allé suivre une conférence qui traitait de la guerre en Ukraine. Donc les Américains et les Russes, comment ils se font une guerre interposée alors que les victimes ne sont ni américaines, ni russes un peu, mais plus de victimes c'est ukrainien. Donc là on va en parler. Vous comprendrez que je ferai une sorte de corrélation avec une approche comparative dans ce sens que la guerre en Ukraine, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, on se pose la question si le minerai volé au Congo, pillé frauduleusement au Congo, ne servent pas des recettes pour renflouer les caisses pour que l'Ukraine gagne la guerre. Mais voilà que la guerre au Congo passe en Afrique, on n'en parle pas. Les minéraux du Congo peuvent voler dans le silence. Mais la guerre en Ukraine a plus un taux croissant de publicité. Il y a presque tous les médias du monde qui en parlent, qui viennent, qui commentent. Mais qu'avons-nous fait pour que le Congo ne vienne à la une que quand on parle de minerais? Mais lorsque les Congolaises et Congolais sont victimes de ces pillages, tout le monde s'est tait. Bon, je ferme ma parenthèse. Monsieur Franck, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien.
je vous ai contredit pour la date, on est le 30 septembre. Le 30 septembre. J'en suis sûr, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le 30 septembre aujourd'hui, je disais le 29. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire. Merci. Chez nous, dans les langues du Congo, on dit Mbotama elamu, Mbutukulu Yambote. Bon, pas de mal, hein. Bon, voilà un peu, parce que nous avons 4 langues nationales, plus le français, ça fait 5. Ok. Et tout ce temps, c'est plus vieux. Hein. Vous me disiez la fois passée que vous devez aller en Ukraine. Vous êtes allé en Ukraine? Je suis allé la semaine passée, je suis parti vendredi, je suis rentré mercredi, amené un véhicule pour des unités de déminage et du matériel pour certains hôpitaux et encore du matériel pour un orphelinat. Mais alors, d'où vous est venue l'idée de vous convertir en humanitaire? À la base, qui êtes-vous? Apparemment, l'humanitaire est venu après. Hein? Qui êtes-vous? Je suis né en France en 1960, dans une famille d'ouvriers, où mes parents avaient déjà ce don de soi d'aider les voisins, de faire pour les autres. Donc je pense que cette façon de faire de l'humanitaire m'est venue depuis jeune, en connaissant un cousin qui était missionnaire en Afrique, où j'ai fait beaucoup depuis l'âge de 10 ans, des levées de fonds, des objets, de la nourriture, trouver des médicaments qu'on envoyait en Afrique. Alors, l'Afrique, c'est si vaste, vous savez que c'est 54 pays. Je ne peux pas vous dire. Vous-même, en tant que Français, ne me dites pas que vous avez œuvré dans l'Afrique anglophone. Je crois que vous étiez dans l'Afrique francophone. C'était l'Afrique francophone. Mon cousin était missionnaire. En quel pays, si je peux savoir? En Centrafrique. En Centrafrique. Bon, c'est au nord du Congo. Donc, voilà, il était en Centrafrique, il était longtemps, donc... C'était le père Bobillet, donc j'ai vendu des calendriers pour les missionnaires et j'ai aidé plusieurs missions. Donc ma mère travaillait dans un hôpital qui travaillait des sœurs je crois, qui étaient du Congo-Brazzaville. Donc c'est le voisin du Congo qui est ça. Donc voilà, et donc on a œuvré, depuis gamin, j'ai eu cette culture d'aider. Alors, vous avez déjà été en Afrique ou jamais mis les pieds dedans? J'ai été en Afrique, au Kenya, en vacances. Bon, je dois dire que j'ai pas eu une expérience très bonne. Après, j'étais au nord de l'Afrique, en Tunisie, très longtemps. Vous étiez en Tunisie en quelle année? J'étais de 2002 à 2007. Ah, mais 2002, là, on parle encore de Ben Ali, non? En 2002, il y avait encore Ben Ali. J'étais sous Ben Ali. Ah, vous étiez sous Ben Ali? J'étais sous Ben Ali. Vous avez quand même des souvenirs? J'ai travaillé sous Ben Ali, j'ai travaillé pour la police, l'armée, la garde nationale. J'entraînais aussi les cavaliers, j'ai entraîné l'équipe nationale de Tunisie. Et donc, j'ai eu des contacts. J'étais en mission de temps en temps, 10 jours par mois en Tunisie. Et vous avez tout perdu pour devenir humanitaire? Parce que non, j'ai rien perdu. J'ai toujours fait l'humanitaire à côté. L'humanitaire, pour moi, l'humanitaire, ce n'est pas une activité. Ça ne doit pas être revenu. Ça doit pas être. C'est comme un bénévolat. C'est du bénévolat. C'est fait en plus de notre chose. Je me suis retiré de plusieurs associations, donc pour lesquelles j'avais œuvré, où j'ai vu que l'argent partait plus pour l'hôtel, pour des sorties ou pour les humanitaires. En lieu place d'aider les victimes. Au lieu d'aider les victimes. Pour moi, que le minimum soit payé, mon essence, des frais de base. J'ai pas besoin de l'hôtel, j'ai pas besoin de la nourriture. Quand je monte en Ukraine, la seule chose que je demande, c'est qu'on me paye le carburant. Je peux quand même pas tout payer de ma poche. Alors, vous êtes seul? Vous êtes en association ou quoi? Actuellement là. Moi je suis seul. On avait créé une association qui s'appelait Free Ukraine, dont je me suis... Mais là c'est nouveau. Hein? Free Ukraine, c'est depuis que la guerre est déclenchée. C'était en 2014. Mais ça fait à peine... ça fait 9 ans. Oui, 9 ans maintenant. Donc voilà, mais... Avant, j'ai connu l'Ukraine depuis 2010. J'ai découvert en allant travailler. Je devais aller travailler. Donc, j'ai vu que la misère qu'il y avait, c'était difficile, la façon. Donc, je me suis attaché à ce pays. Après, j'ai vécu la révolution de Maïdan, ce qui fait que j'ai décidé d'aider dans ce pays, de faire de l'humanitaire. Alors, dites-nous un peu, la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut avoir un bout d'historicité de cette guerre? Là, elle a une genèse, depuis 1991, quand ils sont devenus indépendants, ils ont fait voter toutes les républiques, dont, on va dire, la Crimée avait voté à 58% pour rester ukrainien, c'était le plus faible taux. Le Donbass avait voté autour des 87%, si je crois, je ne veux pas dire mais approximativement, à 87, oui, voilà. Et on était à 88, 89%.
de vouloir être ukrainien et ne pas être total avec la Russie. Donc M. Yanukovych, comme M. Poutine dit bien, a été élu. Il avait promis un rapprochement avec l'Union européenne. Ce qu'il a, au dernier moment, sous la pression russe, l'a refusé. Et en 1994, on a eu un mémorandum de Budapest où les Américains, les Russes ont demandé au peuple ukrainien de restituer son armement nucléaire contre la garantie territoriale de toute son intégrité. En 1997, on a eu un autre accord, c'est un accord de non-agression. On a rendu l'Ukraine neutre en désarmant. Bon alors, rendre l'Ukraine neutre, cela veut dire que l'Ukraine, en aucun cas, il peut être pays membre de l'OTAN. Elle ne devait plus être. En 1997, c'était décidé. Ils avaient détruit toute leur flotte d'avions performants qu'ils avaient redonnés à la Biélorussie et à la Russie. Les autres ont été détruits, les gros avions. Ils avaient gardé que de l'aviation, ce qui s'appelle de l'aviation stratégique, de défense stratégique et territoriale. À l'époque de l'URSS, je crois savoir que l'Ukraine était la république de l'URSS qui avait plus d'armées. Puis d'armement nucléaire. D'armement nucléaire, de recherche des laboratoires et tout. C'est eux qui ont formé. C'est d'ailleurs les Ukrainiens qui étaient à la base de la création de l'armement nucléaire et eux qui étaient les responsables et les plus grands formateurs en matériel nucléaire. Oui, mais malheureusement, avec la perestroïka, apparemment, les autres républiques où la Russie n'est pas contente que l'Ukraine soit plus forte que les autres, et surtout qu'on voyait un peu les intentions des nouveaux dirigeants ukrainiens de devenir un peu pro-européens. Je pense que c'est ça vraiment. Oui, vous avez raison, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'après, ils ont dit, pour montrer leur bonne preuve que s'ils partaient vers l'Europe, ils ne voulaient jamais agresser la Russie, ils ont redonné leur armement nucléaire. Donc ça, c'est le seul pays au monde qui a donné son armement nucléaire. Parce que, donc qui a respecté les contrats. Qui a respecté son contrat. Et en 1997, qui a détruit toute son aviation, détruit ses canons, détruit son armée pour être neutre de fait. Est-ce que la Russie de Poutine est convaincue que l'Ukraine n'a plus cet armement? Poutine est convaincu. Elle était convaincue, ce n'est pas son but. Le gros problème, j'étais le 21 mars 2016 à une réunion qui parlait du 2 mai que ce monsieur nous a trompé à la conférence. La date, c'était la date. Je sais que c'était le 2 mai parce que j'étais le 21 mars 2016 à une conférence de l'ONU sur ce sujet, où on a amené des propagandistes, une dame qui se déclarait mère d'une victime, et qui n'a jamais été maire, qui était juste une propagande russe. J'ai rencontré donc à cette conférence, c'était un monsieur Xavier Moreau, un propagandiste russe aussi. Et en plus, je lui ai démontré qu'il disait des erreurs. Il avait fait la carte de la Nouvelle-Russie avec les pays qui voulaient reprendre, l'Allemagne, la Pologne, la Moldavie et tous les pays du Balkan. Le 21 mars 2016, ils annonçaient ça. Donc après, dans l'avion, par contre, le lundi, par hasard, je suis tombé avec ces dames qui ont outrageusement insulté le personnel polonais comme des chiens en voulant dire nous des Russes. Elles n'ont pas dit je suis ukrainienne d'Odessa, on ferme la parenthèse. Ouais. Là, c'était déjà le 21 mars 2016, je savais que le but était là. Donc Poutine, en disant en 2014 j'ai dû protéger le peuple, ce n'était pas vrai. Il n'avait pas été, même après, quand il est venu en 2022. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelques années après, c'est Poutine, c'est Zelensky, est-ce que ce ne sont pas les Américains qui vous poussent, vous Européens, à entrer en conflit? Non, là vous avez une partie raison, je vous dis. Les Américains et les Anglais sont fautifs parce qu'ils avaient signé cet accord, le mémorandum de Budapest. Ils auraient dû intervenir en 2014, dire aux Russes, vous avez touché le territoire. Et donc, encore une petite chose, revenir à la conférence de l'autre jour, ce monsieur disait, vous voyez, bon, il est UDC, ce qui m'intéresse qu'une personne qui soit UDC, qui soit pour l'intégralité de la Suisse, de ses frontières, l'indépendance et l'intégralité doit être respectée, ne respecte pas les frontières d'un pays libre comme l'Ukraine. Oui, mais là, les droits internationaux est bafoué. Là, on viole les droits internationaux. Or, en matière humanitaire, en matière internationale, il faut respecter la non-émission dans les affaires intérieures d'un pays. Vous comprenez? Alors, maintenant, on va boucler cette historicité de la guerre en Ukraine. Vous, en tant qu'humanitaire, les victimes en Ukraine sont-elles plus le militaire
les civils, femmes ou les enfants? Il y a eu plusieurs phases. Au début de la guerre, on a eu beaucoup de victimes femmes. Femmes. Dans la doctrine, dans une doctrine militaire, C'est toujours les femmes qui quand sont... vous êtes sous-officier, par exemple l'armée française, on nous dit qu'on doit respecter les accords. Je dis que les armées françaises n'ont pas respecté ça, parfois au Mali. Il y a toujours des brebis galeuses. Restons un peu en Ukraine. Je parle dans le général, dans la doctrine. Okay. Par contre, dans la doctrine russe, M. Poutine lui-même a chanté des chansons païennes en disant « Femme ukrainienne, si tu ne te donnes pas, je te prendrai de force. » Je te prends de force. Il avait chanté des chansons païennes comme ça. Donc il justifiait le viol par ses soldats. Donc on n'est plus dans la même chose. On a plusieurs cultures. Je ne connais pas la culture africaine et donc par rapport aux hommes, j'ai appris que beaucoup dans les conflits africains, le viol a été la première arme de destruction massive et surtout que des femmes puissent plus avoir d'enfants derrière et on va dire, donc, en éradiquer fait, un peu. Si je peux me résumer dans ce que vous dites, en Afrique, surtout nous au Congo, donc les viols et violations des femmes, les premières victimes de la guerre qui durent au Congo depuis 1990, les femmes sont victimes, les jeunes enfants et surtout les filles sont devenues comme esclaves sexuelles. Les garçons sont recrutés comme étant les enfants militaires. On donne une arme à un enfant qui ne connaît ni la manipulation, ni les changements et tout et tout. Donc, face à un ennemi, l'ennemi les ramasse et consort. Alors, ça aussi, l'ONU, en tant qu'organisation des Nations Unies, a échoué en Afrique, au Congo, tout comme en Ukraine. En Ukraine, on n'a pas ce phénomène de soldats. D'enfants, j'ai eu un cas, on a récupéré une jeune fille, 14 ans. Après la libération de Boutcha, les Russes sont rentrés dans sa maison, ont voulu la violer, le père est intervenu. Ils ont menacé la famille de tuer tout le monde si elle ne se laissait pas violer. Donc en fin de journée, quand elle a été violée, ils ont tiré une balle au père, à la mère et au fils. Et quand la fille est venue contre eux pour se faire tuer aussi, parce qu'ils lui ont dit « sale pute », désolé du mot, non, oui, mais sale pute, tu te souviendras toujours de nous. Et on l'a récupérée. Et aujourd'hui, vous avez récupéré cette fille? On l'a récupérée, elle est réfugiée en Suisse. Elle est réfugiée en Suisse. Bon, on garde. Il y a eu plusieurs cas. Je suis passé dans des villages où on sait que les forces russes étaient. J'ai vu des femmes, on voit dans leurs yeux, je sais pas, il n'y a pas besoin qu'on nous le dise, on voit la mort dans les yeux et le regard qui se baisse quand elles nous croisent. Donc même si on est humanitaire, même si elles voient qu'on est là pour aider, elles n'osent plus nous regarder. Elles n'osent plus nous regarder. Elles se disent, est-ce que ce sont eux mes victimes, mes bourreaux? Est-ce que, vous voyez, ce n'est pas à ce niveau-là. Peut-être pas, non, elles savent qu'on n'est pas leurs bourreaux, mais elles ont honte. Elles savent pour elles, ma dignité elles ont été détruites. Voilà. Elles ont été détruites, elles sont moins que rien, c'est plus des femmes, c'est plus des êtres humains. Elles ont été considérées comme des choses, comme des objets. Donc vis-à-vis de nous, c'est très difficile. J'ai des fois voulu parler, mais mon langage, l'anglais, elle ne parle pas beaucoup. Je ne maîtrise pas assez de russe ou d'ukrainien, mais on voit cette douleur, cette tristesse, puisqu'elles ont vécu. On le ressent au fond de nos tripes. Ok, alors, nous allons continuer un peu sous cet angle-là. Lorsque le vendredi passé, vous êtes retrouvé en Ukraine, c'était pourquoi? C'est pour amener du matériel à une unité de déminage. Vous avez amené quoi comme matériel? J'ai amené un bus, des détecteurs de métaux, différents objets, puis des médicaments. Je sais jamais. Quand j'ai un véhicule, mon but, c'est pas de monter qu'un véhicule. Je demande à d'autres associations, est-ce qu'elles ont quelque chose à amener? Donc je fais le transport en même temps. Et quand vous partez comme ça, vous êtes contrôlé ou pas? Je suis contrôlé, si, on est contrôlé. On a une documentation, on a le détail de ce qu'on a, on a l'adresse de la personne. Par exemple, au véhicule, c'est l'armée qui, par contre, en plus de ça, parce que, comme vous savez, des problèmes de corruption, on a des contrôles. Je fais des contrôles moi-même avec des amis, des contrôles ponctuels. Des contrôles ponctuels. Et vous êtes rentré quand?
Je suis rentré mercredi. Mercredi. Et la prochaine fois, c'est quand vous irez en Ukraine? Je repars vendredi prochain. Le vendredi prochain? Pour Ismaël. Ismaël, bon, j'entends les noms, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à On Ismaël? nous a donné un camion de pompiers, donc Ismaël est une base où arrive, voilà, Poutine, voilà, je vais vous donner pour l'Afrique, pour un cas précis, Oui. pour l'Afrique, Poutine dit qu'il veut sauver le monde, qu'il veut aider les Africains, que c'est à cause de l'Europe, à cause des États-Unis qu'on ne peut pas nourrir. Il a détruit l'équivalent 3-4 fois plus le premier jour qu'il annonçait ça à Ismaël de blé qu'il va en envoyer en Afrique. Donc, sur ce port d'Ismaël où arrive le blé qui devrait partir pour l'Afrique et pour les autres mondes qui partent d'Ukraine, il le détruit. D'un côté, il vient vous donner la main au peuple africain, il vous donne la main, puis derrière, il détruit la marchandise qui pourrait sauver des vies. Donc, il provoque la famine en disant « Attendez, je vous donne 30 000 tonnes ». Puis le même jour, il en a détruit 70 000 tonnes. Alors, si c'est fait en un jour ou bien en un laps de temps, et vous pensez que depuis 1960 que les pays africains sont devenus indépendants, les pays européens ne font pas la même chose? Ah, je ne parle pas de là, je parle d'un cas que je connais, je n'avais pas suivi avant. Donc là, j'ai un cas concret. Tous les jours, ils bombardent Ismaël. Ce matin, sont passés des drones par-dessus la Roumanie qui tirent sur les ports, qui tirent sur le port d'Odessa où il y a du blé. Ils détruisent le blé. Donc si on veut sauver des peuples, on peut se battre sur des objectifs militaires, mais on ne touche pas des objectifs civils qui vont provoquer des famines où on dit qu'on veut aider. Ça, c'est... Ok, alors avant de boucler cette page sur l'Ukraine, mais actuellement, ça ne va pas. Il y a le dirigeant polonais, et apparemment tous, soit ils se tournent contre Zelensky, hein, je ne sais pas si c'est vrai, j'aimerais même avoir votre point de vue. Hein. Moi, mon point de vue, c'est juste politique. On est au moment des élections, dans 2-3 semaines, il y a des élections. Oui, c'est le mois prochain. Ces élections sont tangentes. Donc, il pousse un peu à droite parce qu'il y a une pression à l'extrême droite. L'extrême droite, elle est pro-européenne ou bien comment? Elle est plutôt pro-russe parce qu'il y a eu beaucoup de propagande pro-russe, il y a beaucoup d'investissements pro-russes. Comme toutes ces petites réunions qu'on a vu, la conférence en Suisse depuis quelques mois, il y a beaucoup de conférences. Il y en a encore une à Genève cette semaine, dans la même personne qu'on a croisée à Fribourg. Toutes les semaines, il y a des conférences pro-russes, donc ils ont poussé. Donc en Pologne, il fallait... Je pense que M. Zelensky a fait une erreur, parce qu'on lui bloquait le blé. La Pologne bloque le blé. C'est à cause de ça qu'il a porté plainte, parce qu'on lui bloquait son blé. Mais je pense, pour moi, après, je ne sais pas si ça va se prouver, c'est une erreur un peu politique. Mais par contre, la Pologne fait ce geste de retrait jusqu'aux élections. Alors, puis on verra un retour autre. Ça dépendra du résultat des élections. Ok, alors un mot de la fin sur cette page de l'Ukraine. En votre qualité d'humanitaire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants européens, aux dirigeants du monde et aux autres humanitaires face aux victimes, des innocents? On ne vient pas au monde pour mourir parce qu'il y a des politiciens, parce qu'il y a des intérêts. La vie nous est donnée, la vie humaine, elle est sacrée. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que l'humanitaire, malheureusement, est lié à cette guerre. La guerre ne peut pas s'arrêter. L'Ukrainien n'abandonnera jamais ses terres. Donc il lui faut la victoire. Il faut la victoire. On doit, peut-être pour un espoir de démocratie pour les autres pays, prouver que ce n'est pas le tyrannisme qui gagne contre un peuple. Donc, malheureusement, on doit aider les Ukrainiens à gagner, à ne pas se faire écraser. Et malheureusement, il y a une autre version qu'on oublie, qu'on omet. Les Américains ont peur de faire écrouler la Russie trop vite. C'est pour ça qu'ils aident par petites touches. Ils ont peur que la Russie s'écroule trop vite et que les armes nucléaires soient dans plusieurs régions et qu'ils aient le même problème qu'ils aient eu avec l'Ukraine, d'aller dire « Redonnez-nous vos armes nucléaires, on va vous protéger ». Et les présidents des États qui auront de l'arme nucléaire à ce moment-là diront aux Américains ou au reste du monde, ils leur diront « Comme vous avez protégé l'Ukraine ». Donc il y a un moment dans ce jeu-là, il faut que l'Ukraine gagne, mais les Américains
freinent un peu. Chaque fois que vous avez vu que les Ukrainiens gagnaient un peu, ils ralentissent le don de matériel. Oui, mais alors ce sont des intérêts, des aides. Ces intérêts, ça c'est des choses qui me... Moi je suis humanitaire, que je ne peux pas accepter. On doit les aider à gagner et fini. Après, on refait un ordre nouveau. Entre tout, il faudra même aussi aller en Afrique à aider les peuples à reprendre leur indépendance. Attendez, on va parler de l'Afrique après. Bien aimé, vous constatez que là, nous sommes en train de boucler la page de l'Ukraine. Je disais que l'approche scientifique, l'approche comparative que j'ai en moi, c'est vous faire voir que non, il y a la guerre en Ukraine. Nous sommes tous pays membres de l'ONU, il y a les droits internationaux, mais il y a plus un taux supérieur des informations d'attention en Ukraine que dans d'autres pays africains comme la République démocratique du Congo, notre pays, comme le Mali, comme les Burkina Faso, comme le Niger et même d'autres pays africains. Alors, je suis avec M. Franck Labouré. C'est un Français, mais là nous sommes en Suisse. M. Franck, l'histoire de votre pays, la France. Tu sais que la France fait en Afrique combien d'années? 60 ans un peu. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Hein. Colonialisme, bon, de ce côté-là. Parce que vous êtes né juste quand le colonialisme prenait fin. Vous êtes né en 60, je suis né en 60. Alors en 60, donc, les pays africains devenaient déjà des États... Oui, mais ils ont été libres, mais toujours dirigés par derrière, par des barbouzes qui protégeaient souvent. On a fait... Mais les barbouzes français ou bien européens? Il y a eu de tout, je pense. Il y a eu de tout. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que... récemment, juste le printemps arabe. Le printemps arabe, c'est là on parle de Tunisie. Monsieur Ben Ali, la chute de Ben Ali. Un mot sur Ben Ali que vous avez connu vous-même. Quand j'ai connu que j'étais là-bas, donc il y avait de l'ordre, il y avait ceci. Le problème, c'est toujours le problème de beaucoup de gens. Les gens préfèrent presque un État un peu plus totalitaire pour avoir de l'ordre. Attends, vous dites les gens, qui sont ces gens? La population. Non. Les Africains eux-mêmes. Ah non, je sais les pas. Occidentaux. J'étais en Tunisie. Je parle. Bon, les Tunisiens eux-mêmes ou bien c'est... Non, je ne vais pas parler des pays, je ne connais pas. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Là, en Tunisie, j'ai pu voir que la population se contentait de ce main de fer tant que ça allait bien pour eux. Et ce n'est pas lié à l'islam, ce n'est pas lié à la religion, parce que la Tunisie c'est un pays confessionnel. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'islamisme, j'en voyais pas. Dans les rues, les filles se comportaient bien. Et par contre, après la chute de Ben Ali, on a eu des problèmes d'islamisme. Donc, je peux dire que du temps de Ben Ali, l'islam en Tunisie était un islam modéré. Du temps moderne. Mais depuis qu'il est parti, maintenant, vraiment, l'islam est devenu un peu plus radical. Oui. C'est un peu le problème. C'est le gros problème des États, on va dire, sous européens, la colonisation française. Oui, sous la colonisation française qui a voulu tenir pour essayer de tenir cet islamisme, je pense. Mais est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Moi, je ne connais pas, c'est l'Afrique, je ne connais pas. Mais... C'est à vous, c'est au peuple. Vous venez de le dire avant, vous avez votre pays, votre identité, c'est à vous de construire votre identité, de construire à votre idée. Et si vous voulez que vos pays deviennent islamistes radicaux, vous avez mais attendez, les droits d'un peuple est disposé de lui-même, ça c'est un droit naturel, hein, donc je comprends. Alors maintenant, la France, qu'on a vu ça et là, vous savez que la France a des camps militaires en Afrique? Ah ça je sais, oui, on a des bases militaires. Mais vous-même, M. Franck, j'ai jamais été en Afrique, j'ai jamais été basé en Afrique. Oui, attendez, mais vous, en tant qu'humanitaire, la présence de ces bases militaires françaises en Afrique, n'est-ce pas un début des conflits? Non, parce qu'à un moment, on nous a demandé de venir pour aider. Qui vous ont demandé? C'est l'État, je ne sais plus quel organisme, a demandé de venir lutter contre l'islamisme. On a envoyé... dans les pays où il y avait l'État, les pays Maghreb, là, voilà. Les Burkina Faso, en fait, les pays où il y avait... Comment on appelle l'État islamiste. Voilà. On nous a demandé d'intervenir, on est venu, maintenant on nous demande de repartir, on part. Donc... Mais est-ce que la France refuse de partir, non?
Ils seront obligés de partir. Mais non, là vous dites ils seront obligés parce que la population maintient. Leur demande, oui. Oui, mais est-ce que cette manière de refuser de quitter chez autrui, n'est-ce pas qu'un refus? Ils ne refusaient pas, on avait un mandat. Le mandat. On avait un mandat. Mais après le mandat, les droits internationaux évoluent sous. Donc dans les droits internationaux, nous avons d'abord le prescrit, nous avons les territoires et puis la durée. Le mandat a une durée. Alors après le mandat, soit vous renouvelez, soit vous partez. Oui, mais le mandat était encore en cours de protéger de l'islamisme, de l'État islamiste. Les bases qui y sont, elles sont pour lutter contre l'État islamiste, elles ne sont pas pour gérer des pays ou pour tenir des gouvernements. Là, je pense peut-être qu'il y a d'autres choses. Oui, alors, prenons un cas. Vous avez suivi le Mali. Le Mali. Le Niger, c'est maintenant. Prenons le Mali et le Niger. Ce sont des coups d'État. Et les actuels hommes forts ont eu une formation pro-française. Hein. Et ben alors, lorsque le régime avec lequel vous avez signé les accords, si ce régime tombe, le nouveau régime qui arrive, il vous demande de quitter. Mais pourquoi ne pas accepter? Bon, après, il y a des moments de flottement avant qu'un régime soit instauré. Oui. Vous êtes sous contrat sur un régime qui était légalement installé. Oui. Donc c'est ce régime à qui vous devez des comptes. Je pense. Ça, de ce côté-là, politiquement, je ne peux pas vous dire. Et bon, moi, je suis pour qu'on parte. Oui, vous êtes pour qu'on parte. Mais moi, j'aimerais un peu vous faire voir que votre engagement, votre formation, tout ce que vous faites, votre volonté d'être humanitaire, c'est aussi la conséquence de ces bases militaires, la conséquence de ces guerres. Je me suis posé toujours la question de savoir, ni était la guerre, est-ce que l'humanitaire irait toujours dans ces pays-là? Je pense que oui. Mais vous irez, parce que les guerres sont à la base, 1, des viols et violations, 2, frein de la formation, 3, déplacement de la population, 4, les mines antipersonnelles qu'on pose ça et là. La conséquence, c'est que les Africains ne connaissent pas une mine. Les Africains vivent des plantations, de l'élevage qu'on sort, de la chasse. Moi, je prends mon fusil, je m'en vais, je marche sur une mine, je meurs. La mine a été posée par qui? Par ces armes qui sont venues du Nord. Ah, ça je vous dis pas contre. Mais l'humanitaire n'est pas non plus qu'à la base. Je suis allé en Roumanie en 89, il n'y avait pas de guerre du tout. Et vous êtes allé faire quoi en Roumanie? Je suis allé voir les orphelinats et des... Parce qu'en 89, il y avait Ceausescu, si je me trompe pas. Oui, il était sous Ceausescu. Ah, mais Ceausescu, après, j'ai vécu la chute. Oui, j'ai vécu la chute de Ceausescu et je suis retourné en 90. Donc non, il n'y a pas besoin qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait quelque chose. Vous allez dans un pays où vous entendez que pas de humanitaire par rapport à des populations. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours été très porté sur les enfants. Je fais de l'humanitaire en Suisse en réalisant les rêves d'enfants handicapés ou en phase terminale pour réaliser leurs rêves. Comme je vous ai dit avant, vous étiez ramoneur. Je suis ramoneur, on dit que je suis porte-bonheur. Mais c'est peut-être une base, il n'y a pas besoin qu'il y ait une guerre. Le fait est que je connaisse l'Ukraine. Je me suis plus engagé et en plus, voilà, maintenant j'ai des contacts et beaucoup d'associations savent que j'ai des compétences, donc me téléphonent ou me demandent de l'aide et j'ai aidé beaucoup d'associations. Quand je vais en Ukraine, beaucoup ne savent même pas que c'est moi qui ai fait une action humanitaire. Bon, l'humanitaire, je ne le fais pas pour moi. Non, vous êtes un peu effacé. C'est ce que nous appelons les héros dans l'ombre. Un héros dans l'ombre, c'est une personne qui pose des gestes, qu'importe, mais que ce geste apporte un bonheur auprès des bénéficiaires. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas remarquer. Moi, ma richesse, on m'a souvent dit que je faisais trop pour les autres, que je m'oubliais. Mais j'ai des richesses. J'ai amené un jeune enfant voir un journaliste en France qui est très connu, qui s'appelle Denis Brognard. Denis Brognard, oui. C'est un ami, il a organisé, il m'a dit la date où on en est. Quand on est arrivé, quand l'enfant a vu le journaliste en face de lui, Denis, qui est déjà imposant, qui fait presque 2 mètres, 2 mètres. Il est là, l'enfant, le regard, la lueur dans ses yeux, c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle richesse du monde. D'être devant un journaliste qui va lui interroger, qui va écouter ses réponses, lui parler de son expérience et tout. C'est un peu ça. Puis je peux vous montrer aussi des vidéos, quand je suis allé amener des cadeaux dans un orphelinat à Kiev, au moment où je donnais des enfants handicapés qui ne comprennent rien, mais à la fin qui me disent « Slava Ukrainia ». Alors, oui, mais Franck Laboré,
qui nous parle de l'Ukraine. De tout. Mais oui, de tout. Mais seriez-vous prêt de faire aussi l'humanitaire en Afrique, là où votre pays, la France, est en train de partir? Pourquoi pas? J'ai pas eu les opportunités. J'avais des organisations que j'ai aidées ou à qui j'ai fait avoir des dons. Elles le font. Je vais pas les faire. Je vais pas les remplacer des gens qui font des choses mieux que moi. Ce que je peux, il faut voir ses compétences, il faut voir ce qu'on peut apporter. Si je peux pas apporter, je connais pas assez l'Afrique, je peux aider par des apports de dons ou d'autres choses. Oui, mais par des associations intermédiaires aussi. Oui, par d'autres personnes ou qui me diront « Ah, je vais aider en Afrique » et je l'aiderai. Je ne vais pas y aller personnellement, je ne connais pas assez. J'aurais pu aller en Tunisie à ce moment-là, après Ben Ali, mais ça ne s'est pas proposé. Réalisé, ça s'est pas réalisé. J'ai des amis dans les médecins qui sont médecins, qui avaient des hôpitaux à Tunis que j'ai aidés, mais je leur ai fait avoir les dons, c'est tout. Après, moi, je ne me suis pas occupé. Alors, oui, je comprends. Le cas de la France qui avait les bases militaires au Mali, au Burkina Faso, mais malheureusement, au départ de la France, en lieu et place de laisser ces matériels de guerre à ces pays qu'ils ont soutenus, qu'ils ont protégés, la France détruit, s'en va. Vous trouvez ça normal? Ça, j'ai aucune... Ils ont peut-être peur que ça tombe dans de mauvaises mains. Si ça tombe dans des gens qui voudront une démocratie, reconquérir, qui voudront conquérir leur liberté à eux, ça je peux comprendre. Mais si ça tombe comme des islamistes ou des gens qui vont venir asservir le peuple, je comprends. La base militaire, quand on fuit une position, on doit détruire notre matériel. C'est une des bases. C'est des règles. Non, c'est pas une des bases, mais c'est des règles. Ça, c'est le secret de votre. C'est une règle. Une règle. C'est une règle partout. Quand j'entends que les Russes perdaient, par exemple, on repart sur l'Ukraine, perdaient autant de matériel, je trouve idiot. Moi, je ne vais pas abandonner mon matériel et me dire que je vais me faire tuer par le matériel qui était à moi. Je vais donner l'arme à mon ennemi. Non, donc, on met une mine, on explose le matériel et on perd et on se rend. On ne doit jamais laisser. Ça, c'est un principe. C'est un principe de base. C'est comme les sacros principes chez nous en journalisme, c'est de cacher les sources de ces informations. Voilà. Voilà. Vous venez de donner la genèse de ce qu'on doit faire si on est soldat dans sa profession ou dans son activité. Et pareil, si vous deviez faire par exemple de l'exfiltration de personnes puis que vous avez une cache quelque part, on détruit toutes les traces que vous avez dans la cache. Comme on dit, on doit effacer, on doit nettoyer. L'expression c'est tabula rasa ou bien effacer les tableaux. Voilà. Tabula rasa ou bien effacer les tableaux. Alors, quittons le Mali, Burkina Faso, c'est un peu idem, mais approximatif quoi. Mais curieusement, la France demande à la CEDEAO, donc la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, d'aller faire la guerre au Niger. Parce que le pouvoir qui était au Niger, c'était un pouvoir soutenu par la France. Mais maintenant quels sont les militaires qui s'imposent, la France veut que les renversements du pouvoir soient de manière organisée. Vous trouvez ça? Non, il voudrait que ça soit fait par un État puis de façon légale. Est-ce qu'il y a un coup d'État légal? Non, la CEDEAO. La CEDEAO. La CEDEAO, ça serait la légalité. Et après, je ne pense pas que la CEDEAO toute seule pourrait intervenir. Bon, actuellement. Vous êtes au courant que votre président, comment on appelle encore? Monsieur Macron. Monsieur Emmanuel Macron a abdigué, dans le sens que l'ambassadeur français, à qui on ne voulait pas partir, c'est depuis le week-end passé, on lui a demandé de quitter. Bon, après, voilà, moi je suis d'accord, on nous demande de partir, on part. Ils ont attendu peut-être que le coup d'État pouvait revenir en arrière, on ne sait jamais. Vous savez, dans des coups d'État, des fois, il y a des coups d'État qui se font, puis il y a un Oui, mais Burkina Faso venait de rater un autre coup d'État. Donc, des militaires qui ont fait le coup d'État ont été aussi menacés par un autre camp de militaires. On se disait qu'il y avait une main française derrière, mais Dieu merci que cela a été... J'espère pas. Maintenant, je pense qu'on est passé les histoires de Chirac ou même Mitterrand, la France-Afrique. J'espère, M. Macron a essayé de faire peut-être une résistance, mais pas par derrière. J'espère pas. J'espère pas pour mon pays. Bon, écoutez, on comprend. Alors, M. Franck, dites-nous maintenant, imaginons ensemble que vous qui avez une expérience dans l'humanitaire, que vous soyez sollicité pour aller former les humanitaires sur place.
en Afrique. Vous pensez qu'il y a une bonne idée ou bien c'est... Ça serait une mauvaise idée parce que je ne connais pas le contexte. On ne peut pas aller former des gens à faire des choses qu'eux connaissent mieux. Moi, je fais de l'humanitaire, j'amène de l'humanitaire, j'étudie les besoins. Si, la chose que je pourrais faire, c'est d'aller en Afrique, qu'on me donne les besoins, discuter avec des Africains du terroir qui savent dans chaque région quels sont leurs besoins. Après, on analyse les besoins, après, on analyse les possibilités d'apporter les choses. Et les priorités, on priorise les besoins. Par exemple, je reviens parce que je parle de choses que je connais, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Là, on arrive dans l'hiver en Ukraine, la priorité, ça sera de trouver des générateurs. Parce qu'on sait qu'il y aura les intempéries, il faudra des générateurs et des couvertures. Les tenues, contre les froids et tout. Donc, si je vais en Afrique, je vais aller, on va me dire peut-être creuser des puits, relancer des systèmes scolaires, ou je ne sais pas. Après... Donc, si vous comprenez bien, ce qu'il vous faut, c'est d'abord soit une feuille de route, soit un état de besoin dans un pays donné, et après étude, vous pouvez répondre positivement tout comme négativement. Oui, ou si je peux le faire d'après mes compétences, d'après mes contacts, c'est quand même la personne sur le lieu, c'est les victimes qui savent ce qu'elles ont besoin. Parce que c'est bien beau d'amener n'importe quoi, on peut leur amener n'importe quoi, moi je peux vous amener de la nourriture française. Mais oui, mais pourtant qui n'est pas adaptée aux bonnes personnes. Oui, et puis nous on a les mains pour cultiver, pourquoi manger seulement la française? Non, mais je dis, c'est pour ça. C'est ce que je vous dis, c'est pour moi, la première personne dans l'humanitaire, c'est sur le lieu. C'est de déterminer les besoins. Alors, quand la France ou les Français disent que non, nous sommes en Afrique pour leur apporter un peu de la démocratie, pensez-vous que la démocratie, vous la définissez de la même manière que nous, Africains? Je ne suis pas très sûr. Parce que vous avez encore des choses, vous avez la culture. Vous avez, dans vos cultures, vous avez l'entité familiale, vous avez le village, et vous avez beaucoup plus de sources. Nous, c'est un peu trop étatisé. Je pense qu'en France, on a ce problème-là. Vous avez ce problème-là. On a oublié que ça passe pyramidal, tandis qu'en Afrique, je pense qu'il y a ça plus... passe par la base. Par la base, je pense. Oui, ce que je ne connais pas, c'est peut-être vous qui allez m'apprendre. Oui, non, moi, bon, ce que vous dites est vrai. Alors, s'il y a un regret par rapport à la présence française en Afrique, lequel, selon vous? C'est pas avoir fait comprendre au peuple africain qu'on était là pour les défendre contre l'islamisme. Parce qu'on parle de pillage en tant que les Français sont pillés. Il semblerait qu'au Niger, c'était les Hollandais qui avaient les mines. C'était même pas des Français. Nous, on y était pour lutter contre l'islamisme. On a vu que la Russie, Wagner est là. Oui. Eux, ils n'interviennent pas contre l'islamisme. Ils s'en foutent. Mais ils servent sur la bête. Donc, on verra qui fait le mieux pour l'Afrique. On verra. Mais alors, pourquoi c'est maintenant qu'on veut voir qui fait le mieux pour l'Afrique alors que la France a été là depuis 60 ans? Personne ne lui a demandé en 60 ans qu'est-ce que vous avez fait. Maintenant que de nouveaux partenaires arrivent, on veut voir ce que ces partenaires vont. C'est un peu... Non mais je suis aussi d'accord avec vous. On a essayé, mais il y a eu toujours le problème de groupes. Il y a toujours, je pense, dans chaque pays, il y a plusieurs clans. Oui, on a dû soutenir des clans. Il y a des leaderships ou des, on va dire des clans, puis qui veulent pas aider les autres. On peut pas imposer aux gens de tous s'entendre puis de faire grandir le pays par la base. Mais je crois qu'il n'y a aucune nation qui aime que l'autre domine ou bien l'autre soit supérieur. Oui, puis on a trop peut-être soutenu des clans qui n'étaient pas très démocratiques. Donc je pense qu'on a fait des erreurs. Là, moi, je ne le connais pas assez. Alors comment voyez-vous un peu l'Afrique sans l'Afrique France-Afrique? Comment voyez-vous ces pays qui étaient sous la domination de la France en l'absence de la France? Après la France, comment vous imaginez un peu la suite de l'évolution de ces pays-là, sans la France? J'espère que grâce à des gens comme vous, qui ont vécu ailleurs ou comme même qui savent, des gens qui ont de la culture, commencent à s'entendre et à développer leur pays sans toujours avoir les guerres de clans. Ça, c'est un vieux pieu, mais je ne sais pas si on y arrivera. Alors, je vais devoir maintenant aborder le dernier chapitre qui est le chapitre de votre jugement sur ma profession. Le média à travers le monde, les médias françaises. Vous savez comment nous on qualifie les médias françaises si ce qui se passe en Afrique? Non, non. Mais c'est... Enfin, il y a une expression qui nous fait rire. Comment on appelle ça?
donc, sont les médias qui sont... les mots m'échappent. Au fait, les médias qui vivent avec les billets verts. C'est-à-dire que sont les médias qui, des fois, pour obtenir l'information, ils payent et contournent l'information selon la volonté de faire toujours le succès de la France. Je ne sais pas si vous aussi vous analysez comme nous, parce qu'en Afrique, on a TV5 Monde, France Afrique, RFI, tous ces médias, ce sont des médias d'État. Mais ils ne rapportent pas la vraie information sur les événements tels qui se passent en Afrique. Vous les savez ou pas? Non, ça, je ne suis pas très au courant. Donc, c'est bien qu'on se rende compte, qu'on en parle, puis que j'apprenne d'autres choses. Mais à la Réunion, vous avez quand même vous avez fait une remarque importante à la conférence sur notre éthique de notre profession. J'ai dit l'éthique, c'était par rapport à ce monsieur qui parlait d'éthique et qui n'en avait pas. J'ai pas parlé de vous, j'ai pas parlé de la profession des journalistes. Moi j'en ai plein d'amis, j'ai plein d'amis journalistes, j'ai des amis qui ont été menacés parce qu'ils ont parlé de corruption en Suisse. J'ai un ami qui a fait un reportage il n'y a pas longtemps en Suisse, qui a été menacé. Non, je pense qu'il y a d'éthique partout, mais bon après c'est qu'il y a des choses peut-être dirigées. Bon, c'est vrai que, comme a dit ce monsieur, il y a beaucoup de groupes qui tiennent tout ensemble. Il a oublié que le principal groupe de médias, il est tenu par l'UDC. Non, attends. Mettons d'accord. Ça c'est mon... Hein, ça vraiment c'est un peu ma connaissance dans ce pays. En Suisse, non. Les grandes maisons d'édition sont entre les mains des millionnaires. Même les milliardaires. Oui, mais il a oublié de dire en parlant qu'il disait qu'il n'y avait pas de déontologie. Il oublie que monsieur Dazurter Zurich est parti à Kiev chez plus monsieur Kobel, est allé à Moscou, il a fait des photos, il est revenu avec de l'argent qui paye toutes ces petites conférences. Parce qu'il faut oublier, il y a UDC. Oui, attendez, oui, l'Union des démocrates sud. Oui, monsieur Koppel, voilà. Koppel. L'IDC, c'est l'Union des démocrates du centre. Oui, c'est vrai que, en commençant par le fondateur, comment on appelle, les chimistes là, les chimistes, hein, monsieur Blocher, c'est un millionnaire. Oui, ils ont leurs médias. Donc la déontologie, quand il parlait de déontologie, il parlait de la gauche, du matin, qui était très à gauche, mais on a des journaux très à droite. Après, on peut avoir plusieurs informations. Mais aujourd'hui, toutes ces informations achetées ou vendues, nous les trouvons avec le 20 minutes. Oui. Il y a une gratuité des journaux, on ramasse ça et là pour la même information. Là, on n'est pas abonné, on n'est pas payé. Mais par contre, ces médias libres, à la portée de tout le monde, rapportent plus avec la publicité. Et vous croyez qu'en France, ce n'est pas la même chose? Ah, je pense que dans tous les pays, c'est la même chose. J'ai eu la preuve au matin. À une époque, j'ai assisté à une conférence de presse, pas une conférence de presse, une réunion pour préparer le journal. Et j'ai posé une question parce qu'il y avait beaucoup vous savez, il y a beaucoup de trolls, sur le matin. Puis on pouvait les faire bloquer. Ils les ont fait bloquer. L'UDC leur a menacé. Non, il a payé. Non, les a menacés de ne plus mettre de publicité dans le matin s'ils ne remettaient pas les trolls. Parce que l'UDC devait payer ses manques à gagner. L'UDC a payé ses manques à gagner. Non, mais ils n'ont pas payé parce que le matin, c'est pas l'UDC, c'est plutôt gauche. Oui, mais alors parlons un peu de la liberté. La liberté, c'est pour les chrétiens, hein? Oui, la liberté, c'est pour la librairie Saint-Paul. La liberté, c'est un quotidien comme le matin. Voilà. Mais bon, après, le problème de ces trolls, on peut les identifier. On prend leur téléphone. Ils ont essayé, ils l'ont bloqué pendant 2 semaines. Ben on les a prévenus. Non, vous n'avez plus le droit de les bloquer. Donc, beaucoup de gens veulent la démocratie de la presse, mais ils veulent pas. Mais la presse, elle est démocrate dès la naissance. Il y a, comment on l'appelait encore, Montesquieu. Quand Montesquieu vous dit le pouvoir arrête les pouvoirs, c'est là où on a parlé du quatrième pouvoir qui est la presse. Il y a les législatifs, exécutifs et puis judiciaire. Alors le quatrième, c'est la presse, c'est le média, parce que les 3 autres pouvoirs classiques, lorsqu'ils disent, ils communiquent tout, il faudrait qu'un autre pouvoir vienne publier, vienne informer qu'on sort. Donc, en tout cas, ma connaissance dans ce que je peux, dans ce que je maîtrise, dès la naissance, le média est démocrate. Vous savez, si je dois rester dans le cheminement du média chez moi,
nous sommes partis de l'expression orale qu'on appelait l'oralité. Après la parole, c'était l'écriture qu'on appelait la scribalité. Après l'écriture, aujourd'hui, on voit la masse. La masse que je peux qualifier comme étant la massalité. Donc, bon, je forge le mot. Hein. Oui. Mais maintenant, les trois autres, oral, écriture et masse, sont coiffés par l'informatisation. Aujourd'hui, l'informatique coiffe tout. Moi j'ai bien peur qu'on va arriver avec une information par l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle qui trichera, qui montera, qui fera des montages. Mais il faut s'attendre. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas tout avoir, monsieur Franck. Elle pourra détourner. On l'a déjà dans cette guerre en Ukraine, on a vu des images. Oui, il y a des images qu'on appelle trafiquées, il y a des images des Ukrainiens. Photoshop, tout et tout. J'ai une amie russe qui m'a écrit, elle m'a dit, t'as vu, les Ukrainiens, ils étaient soi-disant morts, ils fumaient. Mais bon, oui, un mort qui fume. C'est les Russes qui ont diffusé cette image. Et après, en retrouvant sur Internet, c'était un clip russe d'un rappeur russe. Oui, ils ont pris l'image du rappeur russe. Vous avez oui, je vois encore l'image. Mais alors, c'est pour cela, vous savez, bon, je ne sais pas ailleurs, mais moi, ce que j'ai appris en Suisse, actuellement, face à ces dangers, la Suisse a développé plus ce qu'on appelle les JRI. Les JRI, c'est-à-dire J, journaliste, R, rapporteur, I, c'est image. Donc, journaliste et rapporteur d'image. Moi, au fait, nous en Suisse, on nous forme complet. C'est-à-dire que moi, face à une image, je peux vous dire que cette image, elle est correcte, elle n'a pas été trafiquée, et il y a ça et ça et ça. À l'époque, chez vous en France, je crois que c'est Paris Match. Dans Paris Match, il y avait autant d'images, autant de couleurs, autant d'informations qui correspondaient. Mais aujourd'hui, je crois que Paris Match n'est plus en vogue parce qu'ils n'ont plus assez de moyens. Mais au moins, la Suisse est... En tout cas, bon, je ne vante pas, mais la Suisse est calée dans cette histoire. Non, donc, vous pouvez bien. tout trafiquer en Suisse. Vous voyez ce que vous dites là sur l'IDC. Mais nous, journalistes en Suisse, nous savions depuis longtemps que avec la fortune des Blocher, l'IDC va s'imposer. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Oui, ben après, ça c'est un choix. Moi, je vais pas. C'est pas parce que quelqu'un va voter l'IDC que je vais dire non. Chacun a son choix. Donc après, s'il n'a pas l'intelligence d'aller plus profond dans les idées des choses, puis après, on vote, on a le pouvoir qu'on mérite des fois. Désolé. Alors, revenons en Ukraine pour clôturer. Alors, votre point de vue sur le média face à la guerre en Ukraine. Les médias font-ils un bon travail? Ou en tout cas, c'est un travail, comment on appelle, qui subit la pression des valeurs trébuchantes de financiers ou tout et tout. Ou même, il y a le puissant américain qui veut que l'information soit canalisée selon la volonté des puissants américains. Je pense qu'il y a les deux. Il y a plusieurs médias. Je suis CNews qui est plutôt pro-russe. On aura LCI qui est assez diversifié, qui va fait apparaître des pro-russes dans ses émissions. Il y a beaucoup de gens qui sont dits des pro-russes et qui osent débattre. On les laisse débattre. On a peut-être quand même cette chance en Europe de la pluralité. Allez voir. Donnez-moi une émission en Russie où on donne la parole à un opposant ou à une personne qui va parler de la guerre côté ukrainien. Aucun. Donc toutes les personnes qui sont en Suisse, qui nous parlent de dictature, que l'Ukraine est ceci, que l'Europe est une dictature, que la presse est dirigée, qu'ils aillent en Russie faire leur travail. Je leur propose tous d'aller en Russie. Mais parce que j'ai des cas. Non, je veux qu'ils aillent. Moi, je vais y aller avec eux, je vais les accompagner. Ah, oui. Puis je veux voir comme ils interviewent. Mais je leur propose. J'ai toutes ces personnes comme monsieur que vous avez vu à la conférence, je demande de débattre devant vous, des médias. Parce que lui, il est cultivé, il a été président de la presse. Moi, je suis seulement ramoneur, voyez. Oui. J'étais cavalier professionnel. Mais vous savez, nous... Moi, j'ai pas de culture. Quand j'ai pris la parole, je reconnais que lui, il a 45 années d'expérience dans le métier. Moi, je n'ai pas ça. Donc, je reconnais qu'il est mon aîné, je reconnais qu'il est expérimenté. Vous savez, être rédacteur en chef dans un quotidien à Genève, c'est pas donné, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, c'est financièrement quand on a des appuis politiques. Pas d'abord, non, pas d'abord. Il faut des appuis politiques. D'abord, une tête bien faite, une tête pensante. Hein. Ah, je pense. Genève, c'est cosmopolite. Hein. Genève, c'est plus même, ce n'est même plus un pays, c'est comme une république.
Mais je pense que les appuis politiques sont très très forts. Bon, écoutez, Faut- peut-être qu'aujourd'hui, c'est la politique Il a traîne. toujours été à droite, il a quand même, il a percé. Donc, à un moment, quand j'ai apprécié, j'apprécie ce moment avec vous, j'apprécie ce moment parce que on débat. Avec lui, on n'aurait aucune impossibilité. Il aurait imposé sa thèse. Donc, il nous a parlé de déontologie. C'est pas parce qu'il a plus d'années que vous. Il y a des gens qui ont des années d'expérience. C'est pas parce qu'ils ont toujours fait faux toute leur vie qu'ils sont Bon, mais des moi, maîtres. oui, je vous avoue que moi, bon, je ne suis pas petit, j'ai aussi une expérience que je draine derrière moi. Mais en tout cas, dans ce métier, les droits d'aînesse, je les respecte, moi. Les droits d'aînesse, je les respecte. Je l'ai montré que non. Ma première expérience en Suisse, nous sommes en 96, lorsqu'on a élu Jean-Pascal Delamira. Je suis allé couvrir ça. C'était ma première couverture en Suisse. C'était à Lausanne. Après, nous sommes allés à Berne. Donc, il était étonné que je vous parle de ça. Vous voyez les dames, Oui, les dames qui étaient là. Les dames étaient étonnées que, bon, je dis bien, qu'un noir comme moi parle un peu d'une histoire qui date de presque de 30 ans. Mais pourquoi de douter? Moi, on m'a souvent pris à partie dans un travail. Je racontais à un ami tout à l'heure, en venant vous rejoindre, j'étais au téléphone. J'ai été chez un client, au ramoneur, puis j'étais avec des gens qui étaient cultivés. Tous des gens qui étaient soit de la presse, soit de la politique haute. Et on a pris le café ensemble le matin. Oui. Puis on a parlé de tout. Puis la fois après que je suis allé chez cette cliente, elle habite à Estavayer, on peut retrouver, je ne sais plus son nom là, elle m'a dit, mais vous savez, les gens qui étaient avec nous l'autre jour, ils ont surpris qu'un ramoneur soit autant cultivé. Je lui ai dit, mais madame, c'est parce que je suis ramoneur que je dois être idiot. Non mais c'est la vérité, Ouais, je vous dis la vérité. On me l'a dit, je peux vous amener chez la personne, elle va vous le dire, que les gens lui ont dit ça. Après, comme ce monsieur, je lui ai proposé, j'ai débattu sur sa page Facebook, il m'a bloqué. Je lui demande un débat face à face. Un mot de la fin. Et le mot de la fin, je vous remercie pour cette interview. J'ai été peut-être un peu désordonné dans mes idées, mais j'estime que vous avez une déontologie que je n'ai pas vue chez ce personnage le coup de la conférence. Même si vous lui levez le droit d'aînesse, ça ne permet pas, ce n'est pas les années qui permettent d'imposer des choses et surtout de les changer. Quand on n'est pas capable quand on se trompe de 7 jours c'est comme si on se trompait pour le 14 juillet, en disant ça s'est passé le 21 juillet. Donc quand on se trompe de 7 jours sur un événement aussi grave que le drame d'Odessa, qu'il a mal détaillé, parce que ça j'aurais pu tout vous détailler, parce que je l'ai analysé aussi. Ok. Voilà, merci pour tout, merci aux personnes qui me verront. Puis je suis ouvert à toute discussion, puis à tout débat avec des personnes qui veulent s'opposer à ma pensée. Voilà, les amis, je crois que chaque chose a un début et une fin. Nous arrivons presque à la fin. Je disais au départ que je voulais vous trouver une matière rare. C'est rare dans tout ce que nous disons depuis là, qu'on vous parle de l'humanitaire. Les humanitaires pour nous, c'est comme nos sauveurs. Vous voyez par exemple à Goma, quand il y a tremblement de terre, quand la MONUSCO bombarde, quand le M23 bombarde, quand les ennemis attaquent, depuis 1994 jusqu'à ce jour, on attaque là-bas. Nous avons les filles rendues, transformées en esclaves sexuels, les enfants transformés en enfants militaires. Ces jeunes n'ont plus de carrière. Donc on a bradé leur jeunesse. Et le personne âgée, qui peut courir avec une vieille dame? Qui va la sauver? Et pourtant, dans notre constitution, même ici à l'ONU, qu'est-ce qu'on dit? La vie humaine est sacrée. Est-ce que la vie humaine qui est sacrée, c'est seulement pour une catégorie, pas pour nous, Congolais, pas pour vous, Congolaises et Congolais? Donc, moi, ma démarche, c'est aller vous chercher un autre son de cloche. Les sons de cloche que j'amène désormais, c'est ces gens d'ailleurs qui nous partagent leurs expériences en les adaptant chez nous. Quitte à vous qui nous suivrez, de prendre ce qui est important, de transformer en utilité afin que nous-mêmes, que nous soyons les forgerons de nous-mêmes, que nous soyons le maître de nous-mêmes, parce qu'on a tant attendu. Depuis 1960, nous avons tendu la main. Aidez-nous, venez. Bon, aujourd'hui, 60 ans après, on va vous aider jusqu'à quand? Le monde est devenu un global village. C'est-à-dire que ce que je dis là, vous n'êtes pas en Suisse,
mais dans quelques minutes, vous allez nous suivre. Donc, quand vous suivez, tirez les leçons. C'est encore moi, Pelage Descartes, en compagnie avec son invité, M. Franck Labouré. Et comme toujours, à l'image, c'est Ago Prod, c'est avec lui que nous évoluons. Vous voyez maintenant à la fin, je n'ai plus de voix parce que non seulement que la saison change, le beau temps de l'été n'est plus. Et puis voilà, je vous fixe un rendez-vous peut-être demain. Demain, on verra si on peut vous apporter l'image d'une course qui a lieu ici dans la ville et peut-être aussi d'autres informations. Portez-vous bien et ciao, merci. Merci bien, c'était très agréable. Oui.